Eh bien bonjour à vous tous, amis internautes qui nous rejoignez. Comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux et celles qui le connaissent, notre invité pour dans tous nos états, Nassim Haramein. Alors pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, sachez que Nassim est directeur de recherche pour la fondation qu'il a créée, qui est la Resonance Project en anglais, donc le projet Résonance en français. Non. Comment ça, non? C'est la Resonance Science Foundation, Resonance Science Foundation. Merci Nassim Oui. pour la correction, elle n'est pas des moindres. Bon, ça commence bien. Merci. Donc vous avez créé cette fondation, elle remonte à combien de temps maintenant? 2004, je l'ai créée. D'accord. Oui. Vous avez aussi créé une université. Oui. Vous accueillez plus de 70 000 élèves, je crois, dans une année. Vous en avez accueilli plus de 70 000 depuis. Oui, c'est une université sur Internet. Ouais. Et les gens prennent notre cours. Je ne sais pas combien ont pris notre cours. Il faudrait demander à mes collaborateurs. Mais je pense que, oui, des milliers de personnes l'ont pris. Il y a à peu près 90 pays qui sont impliqués. Et c'est une communauté assez dynamique et c'est bien. Alors, vous avez, pour notre plus grand plaisir, vous parlez français. Il faut dire que vous avez une mère italienne ou d'origine italienne et un père d'origine iranienne. Ouais. Et vous êtes suisse à la base? Je suis né à Genève. Oui. Donc déjà, on voit que la diversité fait partie de votre vie. Intéressant d'avoir grandi près des montagnes, puisque quelque part maintenant, vous avez toujours eu un amour de la mer. J'ai toujours eu un amour de la mer et des montagnes. Oui, j'ai enseigné le ski pendant longtemps. C'est vrai. Oui, presque 20 ans. Et maintenant, quand j'étais plus jeune. Et vous avez même l'occasion d'avoir la montagne, parce que maintenant vous êtes à Hawaï, la fondation est à Hawaï. Elle a déménagé. C'est vrai. Elle n'est plus à Hawaï. Elle est où maintenant? Elle est en Californie. Elle est en Californie? Oui, pourquoi en Californie du Sud. Ça devenait difficile de faire du travail dans mon laboratoire qui sont très spécialisés. Et qui peut être très exotique, qui demande des connaissances et des technologies exotiques dans une île isolée dans le milieu du Pacifique. Alors, j'ai dû déménager le laboratoire et aussi pour des raisons financières en Californie pour pouvoir devenir plus grand et avoir plus d'accès à des connaissances et des expertises plus spécifiques. Alors, je n'ai pas réussi à trouver quelles avaient été vos études. Donc, je ne sais pas si vous êtes astrophysicien, physicien, chimiste, mathématicien. Je ne sais pas, parce que vous touchez à tout, vous réunissez tout à travers votre fondation. Oui. Ça, c'est parce que je n'ai pas fait d'études. C'est vrai? Oui, j'ai fait 30 ans d'études indépendantes. Oui, vous êtes un passionné. Oui, et je suis un autodidacte. J'ai décidé très jeune que je voulais être dans la nature et je voulais étudier la nature. Et il me semblait plus important d'être immersé dans la nature que d'être assis sur une chaise à l'intérieur d'une institution. Et aussi, c'était important pour moi de faire mon travail indépendamment pour que je puisse penser mes propres pensées, que je puisse arriver à mes propres conclusions et d'utiliser les universités et les institutions comme référence pour mon évolution, mais de pouvoir faire le travail que je pouvais faire, que je voulais faire. Surtout que c'était un travail d'unification que je voulais faire et je voulais pouvoir étudier toutes ces disciplines en parallèle sans avoir de contraintes. Et de conditionnement. Et de conditionnement, oui. Et avoir un esprit libre aujourd'hui, c'est rare. Est-ce que vos parents s'en sont faits de cet esprit libre qui a été le vôtre? Qui est toujours le vôtre d'ailleurs. Mes parents s'en sont faits et ça n'a pas été facile pour mon adolescence et puis ma jeune enfance parce que je n'ai jamais réussi à bien m'impliquer et être confortable dans le système d'éducation
j'étais une anomalie. Et d'ailleurs, mon père était en psychologie d'enfant, qui étudiait la psychologie d'enfant. Il était, son directeur de thèse était Piaget en Suisse. Il était assez reconnu comme dans son milieu de recherche. C'était un peu difficile pour lui d'avoir un enfant qui cassait un peu toutes les théories de l'évolution des enfants. J'étais un bon test, un sujet de test pour les enfants mésadaptés qui ne rentraient pas dans les cadres typiques de l'évolution de la connaissance des enfants. Alors, en tout cas, il y a, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y en a encore en France qui ne vous connaissent pas, vous avez révolutionné un petit peu la vision du monde. Alors, vous avez fait en sorte de pouvoir créer la loi que cherchait Einstein, qui unifie tous les champs. Oui. Cette loi universelle, et d'où justement votre fondation. Pour simplifier, vous me dites si je me trompe. Donc les trous noirs sont répartis de manière fractale. Les trous noirs sont au centre de la galaxie. Ça maintenant, on le sait, c'est admis par... Oui, je l'ai prédit avant qu'il les trouve. Oui, aussi, il y avait aussi avec ça. Oui. Les trous noirs sont aussi au sein des étoiles, comme le Soleil, mais aussi au sein des atomes. Ça, ils vont le trouver bientôt. Et dernièrement, ils ont trouvé que les trous noirs stellaires sont trop vieux pour avoir été créés par l'étoile qui explose, qui est le Big Bang. Non, les étoiles, ils font supernova, et ils pensent en ce moment que c'est quand ils explosent que le trou noir se forme. Ouais. Et moi, ma théorie dit que c'est le contraire, que le trou noir, il est déjà présent, et c'est ça qui crée une étoile. Et quand l'étoile explose, elle expose le trou noir qui était déjà présent au centre de l'étoile. Bon, voilà, chers internautes, nous sommes nous-mêmes au sein d'un trou noir. Oui, de l'univers. Ça, si on calcule la masse de l'univers dans le rayon de l'univers, on obtient la parfaite condition pour un trou noir avec les théories même conventionnelles. L'énergie noire n'existe pas, au même titre que la matière noire n'existe pas, et serait due à l'incomplétude des équations d'Einstein, qui ne prennent pas en compte la torsion de l'espace-temps. Enfin, pour un des derniers grands points, la gravitation et la continuité de la mécanique quantique. Et vous avez trouvé donc la structure du vide qui se réduit à un modèle de 64 tétraèdres construit en symétrie inversée. Donc, ce qui est d'après la fleur de vie. Alors, ce qui est génial, c'est que justement, n'ayant pas été dans le moule scientifique, mais vous intéressant à tous les aspects de la vie, vous avez eu toujours soif de découverte, d'apprendre, d'apprentissage. Oui. Et de pouvoir faire des ponts entre ces différentes matières. Oui. Et vous avez eu certaines évidences que vous avez souhaité transposer auprès des scientifiques. Oui, communiquer, et de faire valider vos thèses, vos hypothèses. Oui. D'où votre fondation. Aujourd'hui, vous travaillez avec tous les corps scientifiques, de façon à pouvoir, on va dire, développer ce que pourrait être la vision de l'humain pour demain, créer des énergies libres. Et en fait, c'est tellement révolutionnaire. D'ailleurs, on vous compare, j'imagine que vous le savez, au nouveau Einstein. C'est quand même... on va voir comment vous percevez un peu tout ça. Et ne serait-ce que pour notre avenir, pour demain, ça sera vraiment l'occasion de conceptualiser ce qu'est la vie et nous-mêmes, mais sous un angle totalement différent. C'est vraiment la révolution. Si au XXe siècle, avec la théorie de Bohm, notamment sur la physique quantique, on pensait être arrivé un tant soit peu quelque part, avec vous, on se rend compte qu'on est au bord d'un champ d'émerveillement, on a tout à découvrir. Remarquable, oui. Et très vaste. Oui. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Oui. Alors, le sujet de l'émission, Nassim, comme je vous l'ai dit en préambule, est de parler de vous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez découvert, alors déjà on peut voir que le fait que vous n'ayez pas été dans les clous, dans le cadre de l'éducation,
est déjà quelque chose de plus. Vous êtes un autodidacte. Oui. Donc on voit l'esprit libre qui vous anime. Maintenant, vous êtes, voilà, vous avez été, vous avez construit cette fondation avec des partenaires. Vous avez aujourd'hui une notoriété qui est à l'international. Vos articles commencent quand même depuis, parce que le premier a été en 2012, mais il y a du chemin qui a été fait, à être reconnus en avance, comme vous le précisiez, sauf que vous arrivez au même résultat que les scientifiques de l'intelligentsia, mais sauf avec un autre angle, avec un autre regard, ce qui est totalement original. Oui, et plus précis. C'est vrai. Oui, parce que les prédictions que j'ai faites, par exemple, du rayon du proton, prédisaient un proton 4% plus petit que la prédiction standard. Et ça a été validé dans les accélérateurs en Suisse. Oui. C'était en fait au Paul Sherard Accelerator. Et donc, ça devient à être validé, mais de façon directe et très précise. Comment est-ce que le jeune homme qui avait l'esprit libre, parce qu'aujourd'hui vous êtes père de famille, donc ça aussi ça va être intéressant de voir ça, mais celui qui avait cet esprit libre et qui voyait, j'imagine, les incohérences du monde, la preuve vis-à-vis de l'éducation. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous abordez la notion du pouvoir, et notamment cette notoriété qui ne va que grandissant, avec, j'allais dire, toutes les attentes que les gens ont. La preuve, à Paris, hier, vous avez fait une conférence. La dernière était en 2015. Il y a de plus en plus de monde qui vous suit. On pourrait être tout à fait pressé de la part des gens qui sont là, disent bon, Nassim, quand est-ce que concrètement on a de l'énergie libre, qu'on peut changer notre monde, parce que là on est un peu au bord du précipice. Bref, donc vis-à-vis de votre notoriété, comment est-ce que vous prenez ça? Ça a été une longue journée, une longue un long parcours, parce que c'est pas tout arrivé d'un coup. Ça fait quand même 25 ans, 30 ans que je fais ça. Et c'est moi ce qui m'excite là-dedans, ce qui continue à me faire persévérer, c'est l'impact que ça a sur les gens au niveau individuel. Il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés. Et donc, j'ai de plus en plus de feedback des gens, de l'impact que la compréhension de ce que j'ai découvert, qu'est-ce que ça a comme impact dans leur vie. Et ça me donne tellement d'énergie de pouvoir, de voir les changements qui se passent quand une personne réalise qu'ils ne sont pas isolés, qu'ils sont faits, qu'il y a un miracle qui se passe dans leur corps à toutes les secondes, que l'univers autour d'eux est connecté et que leur intention, leur interprétation et ce qu'ils font dans la vie, ça a un impact dans l'univers entier, qu'ils ne sont jamais isolés, que l'univers est toujours en arrière d'eux en essayant de les faire avancer. Ça me fait tellement chaud au cœur. Comme hier, 600 personnes dans un amphithéâtre. Et ça m'a... J'ai dû apprendre aussi à gérer la relation entre toute cette attention et de continuer mon travail tranquillement dans mon laboratoire et de ne pas me faire complètement prendre par, vous savez, l'ego qui pourrait dire « Oh, ça fait du bien, on se sent bien, on peut faire ça ». Mais de continuer à faire mon travail, à être diligent dans mes recherches
et de finir la mission que je sens devoir faire. Oui. Alors, qui vous a aidé à être comme des garde-fous en disant Nassim, attention, là, tu déconnes, ça va pas. Alors, je sais pas, votre femme, des amis, votre famille, je certainement sais pas. mes relations amoureuses, mes amis, mes collaborateurs, vous savez, mes employés. Ils peuvent être francs avec vous? Ah oui. Ah oui. Ouais. Et je leur demande d'être francs avec moi. Je leur demande de me dire. J'ai besoin beaucoup de feedback, de retour. Et je suis très ouvert avec mes employés, de comment je me sens, où j'en suis personnellement. Et donc, je suis un peu en constante thérapie avec ma famille. Je l'appelle ma famille. C'est tous mes collaborateurs, tous les gens avec qui je travaille, je me sens très près d'eux. Oui, c'est intéressant, Nassim, excusez-moi, parce que quand vous parlez de cela, ça redéfinit totalement la vision qu'on a de la hiérarchie pyramidale en opposition. Donc, quand vous parlez de cette manière de gouverner, parce que vous êtes directeur de recherche, oui. vous faites du management, comment est-ce que vous envisagez une forme géométrique autre que la pyramide? Alors, ça, c'est pas évident, parce que la hiérarchie, elle est importante quand même, parce qu'il faut avoir une relation qui crée la capacité de pouvoir avoir un leadership. Ouais. Mais on peut faire, et ça, c'est des erreurs aussi que j'ai appris à travers les temps, parce que je ne suis pas parfait. J'ai appris une façon d'être leader qui, sans utiliser la force, mais en utilisant le respect mutuel. Et parce que j'ai quelque chose à offrir et ils ont quelque chose à offrir. Mais s'il y a un respect mutuel, il y a quand même les gens qui travaillent avec moi savent que j'ai une vision très spécifique que je ne peux pas nécessairement exprimer complètement. Alors, ils ont assez de confiance en moi que quand je leur demande de faire quelque chose, ils vont peut-être proposer une alternative ou des choses, ou peut-être comme ça ou comme ça, mais que si je dis non, c'est comme ça que je le voudrais, ils ont assez de respect, ils ont assez de confiance parce qu'ils sentent que j'ai respect de leur opinion. D'accord. Que on trouve le moyen d'y arriver. D'accord. Ensemble. Ouais, c'est important ce que vous dites. Donc, il ne s'agit pas d'exigence due à l'ego, oui. Mais c'est vous faites part de votre vision et cette vision, elle est importante parce qu'elle vous amène là où vous en êtes aujourd'hui. Oui. Et que quand vous, entre guillemets, imposez cette vision, oui. Les autres sont suffisamment à l'écoute parce oui. que vous respectez leur propre vision du monde. Exactement. Et là où ils en sont. Oui, exactement. Alors, avec le respect mutuel. D'accord. C'est les demandes qui viennent de la hiérarchie pyramidale ne sont pas vues comme une demande linéaire, mais une demande parallèle. Alors là, j'explique un peu. C'est-à-dire qu'on travaille tous pour le même but. Oui. Alors, on travaille tous pour l'univers, pour l'expansion de la conscience, pour l'expansion de la connaissance, pour trouver des solutions à des problèmes auxquels l'humanité fait face en ce moment, oui. Qui est très important. Alors, on travaille tous pour ça et on sait qu'on travaille tous pour ça. Alors, à ce niveau-là, on est tous parallèles. Hein? On est tous au même niveau. Oui. Mais on sait que il y a une personne qui fait quelque chose, qui a son rôle, une autre a un autre rôle. Et donc, on ne le voit pas comme un par-dessus l'autre. Comme la cellule du corps. Oui.
Pardon? Comme les cellules du corps. Oui, c'est ça. On travaille tous ensemble pour le même but. Est-ce que c'est difficile justement de travailler avec cet esprit-là? C'est-à-dire que pour ceux et celles qui travaillent dans votre fondation, je ne sais pas s'ils ont travaillé dans le privé auparavant avec ce système pyramidal, mais est-ce que c'est difficile à comprendre ou à concevoir qu'on puisse travailler dans cette collaboration associative pour un but commun? Est-ce que c'est difficile de la part des, entre guillemets, employés quand ils arrivent? Il y a une adaptation parce que c'est très personnel. Vous savez, c'est pas nécessairement l'environnement corporate. Ouais. Vous savez que les gens ont l'habitude de fonctionner, surtout pour les gens qui sont les ingénieurs et qui ont été dans les grandes boîtes depuis longtemps. Tout d'un coup, ils se retrouvent dans un environnement où les relations de leur sens d'eux-mêmes et de leurs expériences émotionnelles et tout ça sont demandés d'être exprimés. Et c'est pas nécessaire de faire une ségrégation, c'est que on est tous ensemble, on est tous intriqués dans cette mission auquel on participe. Oui. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus comme une famille qu'un endroit de travail, un environnement de travail. Vous avez parlé des femmes au préalable. Oui. Comment alors, on peut penser, parce que... quel âge vous avez maintenant, si c'est pas indiscret? C'est 55 ans. 55 ans. Oui. Donc ça fait plus de 25 ans que vous êtes immergé là-dedans. Quand vous avez commencé, vous étiez jeune, oui. Athlétique, oui. Sportif. Oui. Un beau jeune homme, il faut dire ce qu'il est. Donc la relation aux femmes aussi, elle a évolué, j'imagine, avec le temps. Oui, j'étais marié pendant 11 ans. Oui. Alors, qu'est-ce que représente pour vous la femme, aujourd'hui en tout cas? Ah, ça c'est une des questions la plus difficiles. Vous savez, la physique quantique, c'est plus simple que d'écrire une femme. Je veux bien le croire. Mais je pense qu'il y a un changement fondamental qui se passe dans les relations entre les hommes et les femmes en ce moment. Ouais. Et je suis très content de le voir. Je suis très content. C'est pas... Moi, j'aime pas y penser comme une libération de la femme. J'aime mieux de penser que c'est une redéfinition des rôles entre la femme et l'homme. Finalement, la femme et l'homme commencent à se voir œil à œil. Vous savez? Oui, oui. Et c'est encore ce concept de respect et de vouloir comprendre à des niveaux plus profonds les sentiments et les émotions de chacun. Ah, vous parlez d'amour, là. Oui. Mais... et donc... l'homme, d'un côté, a dû s'ouvrir et s'assouplir, hein, et de l'autre côté, la femme est devenue plus rationnelle, hein, et les deux commencent à arriver finalement à un point où, vous savez, on ne veut pas que la femme devienne égale. Parce que la femme égale, ça devient un homme. La femme n'est pas égale à l'homme. Hein? L'homme n'est pas égal à la femme. C'est deux polarités qui sont complémentaires. Hein? La femme qui est active et qui est dans le monde, qui fait des choses qui sont importantes dans le monde, qui le fait bien, c'est la femme qui émane le féminin de tous ses pores, de tout son être. Mais vous, oui. Comment est-ce que vous avez abordé la relation à la femme, son évolution? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, qu'est-ce qui vous est peut-être encore difficile
dans cette relation à la femme? Alors, ça a été les moments les plus difficiles. J'ai passé des moments difficiles, vous savez, quand j'étais jeune. J'étais dans les rues de Montréal à l'âge de 17 ans, dans les froids canadiens. J'ai eu des difficultés très, très grandes. Mais les difficultés les plus grandes de ma vie ont été ce sens d'abandon qu'on perçoit quand on a créé des liens si forts avec quelqu'un et on arrive à des endroits où ces liens il faut qu'ils se détachent pour que l'évolution continue. Et on le sait. Et c'est pas facile. Et surtout, il peut y avoir des enfants impliqués, des biens impliqués, tout ça. Alors, ça a été probablement les plus grandes leçons. Les plus grandes leçons de savoir qu'on n'est jamais séparés. Oui, excusez-moi. On a abordé le fait que vous avez 2 enfants. Oui. 2 garçons. Oui. Est-ce qu'ils sont avec leur père à l'image de l'enfant que vous avez été avec votre propre père? À savoir sortir du cadre par rapport à ce que peut-être vous souhaitez pour eux, mais peut-être que vous n'attendez rien d'eux. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous apprennent vos enfants de vous-même? Beaucoup. Mais vous savez, mes parents se sont divorcés quand j'avais 4 ans. Oui. Et mon père, je le voyais une fois par 2 semaines pendant la fin de semaine, 2 jours. Alors, j'avais pas beaucoup de contact avec mon père. Et évidemment, j'ai eu très peur quand ma femme et moi nous sommes séparés de reproduire le même sens dans mes enfants que j'avais senti quand j'étais jeune, que mon père était parti, m'avait presque abandonné. Alors, j'ai essayé de faire mieux. J'ai essayé de m'assurer que ce ne serait pas leur sentiment. Et je pense qu'entre ma femme et moi, on a réussi. J'ai les enfants à 50% du temps. Alors, j'ai aucune attente pour mes enfants. Je sais qu'un enfant est né déjà avec un montant d'informations presque infini et qu'ils ont leur propre direction. Vous savez, mes enfants, par exemple, sont très artistiques. Le plus jeune, il a des capacités mathématiques incroyables, mais il est quand même très artistique. Et donc, moi, vous savez, peut-être que je vais avoir un scientifique pour m'aider, mais jusqu'à maintenant, ils vont plus vers l'art. Et je veux les encourager à faire qu'est-ce qui les rend le plus heureux dans leur vie et leur donner les moyens, quelques moyens qu'ils soient, que je puisse produire pour qu'ils obtiennent ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous en tant que père? Le plus difficile pour moi à être un parent, c'est de trouver la bonne quantité d'attention, de donner assez de moi-même et aussi de pouvoir continuer à faire ce que je dois faire. La tension à l'intérieur, par exemple, de ne pas se sentir coupable quand on ne peut pas être là à une de leurs performances ou quelque chose, ou de devoir voyager et de les laisser avec leur mère. C'est constamment une tension à l'intérieur qu'il faut que je manège, que je... Avoir conscience, être conscient de l'instant. Oui, que je gère à l'intérieur de moi, que ça ne me crée pas une tension interne. Parce que, évidemment, quand je suis parti, quand je suis
en voyage, tout ça, ils me manquent, je leur manque, et il y a donc ce lien qui est toujours là, et il faut avoir confiance que si je donne assez, où c'est cette limite où je donne assez, mais que je puisse continuer à faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est probablement une des choses les plus difficiles. Et aussi, trouver la bonne moyenne entre, comment on dit, la discipline et l'amour. Quand on est parent, on dit en anglais single dad, single parent parent seul. Il faut être un peu la mère et le père quand on est avec les enfants. Ouais, pas évident. C'est pas toujours évident. Parce que le père, d'habitude, c'est celui qui crée les limites. Oui. Et qui donne la discipline. Et c'est très important de donner à un enfant la discipline personnelle. Parce que c'est ça qui nous fait conquérir ce qu'on a à conquérir dans notre vie. C'est d'avoir la discipline de le faire. Et donc, trouver la bonne portion de discipline et aussi de pouvoir, parce que l'enfant ne peut pas nécessairement courir vers sa mère et se faire prendre dans leurs bras, d'être là quand ils ont besoin de cette câlin. Cette ascension, de cet amour plus féminin. Oui, je comprends. Ouais. Vous êtes un amoureux de la nature, oui. Vous l'avez dit au début de cette interview. Aujourd'hui, on est donc en 2018, on a perdu en l'espace de 60 ans 40% des espèces à la surface de la Terre, insectes compris. Donc il y a cette fameuse urgence dont je parlais tout au début de l'interview. Et le véganisme est de plus en plus présent. Et je serais curieux de savoir justement quel est votre regard sur l'alimentation. Comment vous mangez? À quoi vous faites attention? Ah, ça a été peut-être une évolution et une désévolution. Et vous savez, j'ai essayé plein de choses. Alors, j'étais vegan, végétarien, je ne sais pas en français, vegan. Oui. Alors, vegan, c'est végétarien, on inclut le lait, les œufs. Non, vegan, c'est sans rien. Vegan, c'est que des vegetables. Vegetables. Uniquement. Oui, uniquement. Donc, vous avez été vegan. Comme ça pendant presque 15 ans. Mais avant d'être végétarien de cette façon, j'ai été breatharian. Ah oui, respirationniste. Respirationniste pendant 3 ans. Quand je me suis concentré sur mes travaux très intensément pendant 5 ans dans un camion complètement isolé dans les montagnes et dans le désert, j'ai arrêté de manger complètement pendant presque 3 ans. C'est une expérience. Oui, et dans le temps, c'était très méconnu que ça pouvait se faire. Maintenant, il y a des conférences sur ça. Vous aviez quel âge? J'ai 50... Non, vous aviez quel âge? Oh, j'avais quel âge? Alors ça, c'est dans les années 90, les débuts des années 90. Donc... une trentaine d'années. Oui, dans les débuts, les mid-30s. Et éventuellement, j'ai recommencé à manger quand je suis sorti de cet isolement. Et j'étais végétarien. Et après, quand j'ai déménagé à Hawaï, j'ai commencé à manger du poisson parce que il était très frais, il était dans l'environnement, il était attrapé à la ligne, pas dans les filets. Et donc, c'était humanisme. Et puis, à manger du poisson, quand on a eu les enfants, ma femme, pendant qu'elle était enceinte, avait des désirs de manger de la viande rouge.
Et elle se sentait coupable, alors je lui ai dit, je mange de la viande rouge avec toi. Et j'ai commencé un peu à manger de la viande rouge et du poulet, des trucs comme ça. Et donc, je me suis mis à manger un peu de tout. Ouais. Mais évidemment, j'ai la viande rouge organique, tout ça. Mais depuis presque un an maintenant, je suis retourné vers mes souches il y a 20 années. Et je ne mange qu'un repas par jour. Alors, je suis en jeûne 23 heures par jour. Et jeûne intermittent. Et là, je mange un repas par jour. Et quand je mange ce repas, je mange un peu de tout. Mais j'essaie toujours de trouver de la viande, si je mange de la viande qui a été de bonne qualité, organique, oui. Et aussi où les animaux ont été traités humainement, avec respect. Ouais, d'accord. C'est très intéressant parce que ça donne un certain regard sur le monde, sur cette nature. Est-ce que vous êtes, alors je sais pas, je sais qu'en Californie vous êtes relativement en avance sur peut-être le tri sélectif, sur il y a des problèmes d'eau en Californie. Mm-hmm. Donc toutes ces considérations-là, est-ce que vous faites attention à ce que vous consommez au-delà de la nourriture? Oui, j'essaie du mieux que je peux d'avoir une empreinte minimum sur la surface de la Terre, sur l'environnement. Mais évidemment, puis surtout en habitant en Californie, c'est pas nécessairement évident. Vous savez, on a les highways, les autoroutes avec 6 lignes, il faut voyager des longues distances pour aller au bureau, tout ça. C'est pas évident. Et donc, il n'y a pas nécessairement les services publics et tout ça. Et donc, c'est pas évident d'être minimaliste dans son empreinte sur la nature. Excusez mon français. Non, il n'y a pas de souci. Je ne parle pas souvent. Donc, je fais du mieux que je peux, mais aussi, il faut savoir, et ça, c'est important que les gens sachent, que les technologies qu'on a aujourd'hui et de la façon qu'on consomme, c'est une évolution nécessaire pour arriver à des niveaux de technologie plus avancés qui vont nous libérer de cette difficulté auquel on arrive. Oui, l'industrie pétrochimique. Oui, l'industrie pétrochimique, la façon qu'on voyage, la façon qu'on interagit avec l'environnement. Et ça, c'est tout le résultat d'un niveau de technologie très spécifique. Mais ce niveau, il faut le traverser et espérons qu'on le traverse à temps pour arriver à un nouveau niveau qui se développe maintenant avec ces nouvelles théories qui nous montrent qu'il y a de l'énergie à l'infini dans chaque centimètre cube d'espace et que c'est une énergie qu'on n'était pas conscient qu'elle était là, comme avant que Faraday ait découvert que quand on passe un aimant en face d'une bobine magnétique, on peut avoir un champ électrique. Maintenant, on découvre que ce champ magnétique dans cet aimant, il vient d'une source d'énergie beaucoup plus grande qui est dans la structure de l'espace et qu'on peut accéder à cette énergie. Et ça va libérer l'humanité. Et donc, je suis conscient de mon impact, mais en sachant quand même que c'est OK parce que ça nous amène à un endroit où on va pouvoir redonner la nature à la nature, parce qu'on va pouvoir contrôler les champs gravitationnels, on va pouvoir émerger à un complètement autre niveau de notre société
un niveau où la société va peut-être naître dans une société qui vit dans l'espace, où la planète va être redonnée à elle, hein, qui en fait a été prédit par les anciennes civilisations qu'on y arriverait, et qui, je pense, est une évolution nécessaire pour n'importe quelle civilisation dans l'univers, parce que il y a toujours une limite aux ressources qui peuvent être sur une planète, et éventuellement une société va arriver à ce moment où il faut qu'il transcende cette limite. Alors ça c'est super parce que ça fait la transition, on sort de un peu de cette vision autour de votre famille et de votre environnement proche pour prendre un peu plus de hauteur et voir quelles sont vos considérations par rapport à ça, notamment politiques. Oui. Quand vous nous parlez de vos recherches et de là où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que par exemple vous vous êtes rapproché de personnalités comme Elon Musk, parce que lui aussi a, je pense, à cœur, à souhait, avec Tesla Motors, de pouvoir réaliser des voitures qui soient non polluantes, de trouver d'autres manières de consommer l'énergie et de trouver des énergies parallèles, alternatives, donc le soleil, géothermique, il en existe plein aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes rapproché de personnalités comme Elon Musk, des mécènes, qui puissent développer peut-être justement des moteurs à énergie libre? Oui, évidemment. Depuis 25 ans ou 20 ans, j'ai fait beaucoup de recherches en laboratoire indépendamment et j'ai rencontré beaucoup d'individus qui ont fait des recherches dans le genre d'Elon Musk. J'ai pas rencontré Elon Musk directement, mais il est conscient de mon travail et tout ça. J'ai aussi des réservations sur la façon qu'on visualise la possibilité de créer des communautés sur d'autres planètes, par exemple Mars, qui est Vous avez des réserves là-dessus? Oui, j'ai des réserves là-dessus. Avec la technologie qui est utilisée en ce moment et qui est développée. Parce que ce n'est pas nécessairement valide. C'est-à-dire que mettre quelques personnes sur Mars avec des fusées, peut-être, mais encore là, très difficile, mais mettre une communauté entière, impossible. Pas avec les fusées. Alors, j'espère éventuellement que les gens comme Elon Musk et les gens comme Richard Branson avec Virgin Galactic, qui veut aussi aller sur Mars, vont découvrir qu'il y a une nouvelle physique, il y a une nouvelle science qui est en train de se développer, qui va nous donner accès au contrôle à la gravité, qui va complètement changer la façon qu'on visualise l'exploration de l'espace et qui va donc nous amener à une nouvelle façon de voyager et une façon viable, vraiment viable, de pouvoir créer des communautés dans l'espace et peut-être sur d'autres planètes. Alors, c'est super que la manière dont ça s'enchaîne, c'est très fluide. J'en suis ravi, Nassim, puisqu'on peut parler des lobbies. C'est-à-dire qu'au regard de tes recherches, de ce que tu as eu l'occasion de développer, passer de la théorie à la pratique, on peut penser que demain, peut-être, avec les dernières découvertes sur l'effet Casimir, sur l'énergie qui sort du vide, sur l'électromagnétisme, ça y est, c'est à portée de main. Donc on pourrait penser que demain, ça y est, l'humanité serait enfin sortie de cet asservissement au pétrole, bref, tout ce qui est pétrochimie, même le plastique aujourd'hui c'est fait à base de pétrole. On pourrait être amené à dépolluer notre planète, et ce gratuitement, et surtout on pourrait, via l'énergie libre et gratuite, avoir l'autonomie partout sur la Terre, dans le désert, il y aurait de l'énergie partout, ça serait formidable pour l'être humain. Et on ne dépendrait plus de grandes multinationales d'énergie, etc. Alors, oui, de carburant.
Mais on dépendrait encore des gens qui font la technologie, mais ça va être beaucoup plus accessible pour toute l'humanité. C'est-à-dire que si je vous fais une technologie qui extrait l'énergie directement de la structure de l'espace, après que vous ayez obtenu la technologie, il n'y a plus d'investissement continu nécessaire pour la faire fonctionner. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une voiture que vous achetez et vous l'utilisez pendant 10 ans, 15 ans, et vous n'avez pas à la brancher, vous n'avez pas à mettre de l'essence dedans, vous l'utilisez, c'est tout. Vous avez un petit bidule dans votre coffre ou vous avez un petit bidule dans votre cave de maison et ça alimente la maison et il n'y a pas vraiment de nécessité de faire quoi que ce soit pour obtenir l'énergie. L'univers est plein d'énergie et on arrive à un endroit où on découvre qu'on peut accéder à l'énergie fondamentale qui crée la matière initialement, qui est présente encore dans notre univers partout, dans l'espace, dans la structure de l'espace. Et quand je dis l'espace, je ne veux pas dire l'espace nécessairement à l'extérieur de notre planète, mais l'espace autour de nous, partout. Même la matière, elle est faite de 99,9999999% d'espace. Et cet espace au niveau quantique, il est plein d'énergie et c'est ça qu'on découvre. Et on découvre comment interagir avec cette énergie pour l'extraire de l'espace et l'utiliser. Et donc, ça va changer beaucoup de choses. Et évidemment, on peut désertifier des régions immenses. Et évidemment, si on a de l'énergie à l'infini, on peut désaliniser des quantités d'eau incroyables. On peut faire toutes sortes de choses qui ne sont pas concevables aujourd'hui. Et ça va changer fondamentalement comment notre société fonctionne. Alors, le problème, c'est comment ces technologies vont émerger dans notre société parce que ça crée des disruptions financières, économiques qui sont difficiles à faire cette transition. Et ça a été un des problèmes fondamentaux pour passer le cap pour que cette technologie puisse devenir accessible à l'humanité. Et parce que cette possibilité, ça fait longtemps qu'on l'explore. C'est pas nouveau. Il y a du travail qui a été fait, Tesla, Murray, beaucoup de gens dans l'histoire ont arrivé à des points très valides de pouvoir amener ce genre d'énergie à l'humanité, mais n'ont pas nécessairement réussi à l'amener au niveau commercial, à le populariser. Il manquait un vouloir politique, un vouloir financier. Est-ce qu'il est là aujourd'hui? Il devient de plus en plus possible parce que, à cause des stress créés par nos difficultés environnementales, les gens deviennent de plus en plus conscients qu'on ne peut plus continuer à faire les choses de la façon qu'on les fait. Mais quand je dis les gens, je ne veux pas juste dire la population, parce que la population en est consciente depuis un peu plus longtemps, mais les institutions financières, les institutions politiques, les institutions d'éducation et même les institutions religieuses commencent à ouvrir les portes et à dire « OK, on arrive au bout,
il faut faire quelque chose, on voit la fin arriver. Et si on continue sur ce chemin, c'est la destruction de l'humanité. Alors maintenant, OK, on peut peut-être vouloir avoir de passer à travers ce moment difficile pour faire cette transition vers une énergie libre, une énergie universelle qui nous est donnée par la structure de l'univers lui-même. C'est-à-dire que l'univers ne nous a pas mis ici sans nous donner cette possibilité d'avoir de l'énergie à l'infini. Alors, quand vous nous dites ça, Nassim, c'est vraiment à l'aune de ce que je vois dans vos conférences. Vous êtes très positif. Vous avez beaucoup d'espoir et foi dans l'humanité. Et je peux d'autant plus comprendre que vous êtes à longueur de journée sur vos travaux. Mais qu'est-ce que vous percevez réellement du monde, des finances, de la politique, l'horloge atomique de l'apocalypse est à moins 1 minute. Il y a Stephen Hawking qui vient de nous quitter, qui disait on est au bord du gouffre. Oui. Alors, je ne sais pas... Et puis ça, il a dit pas seulement à partir d'approximations, il a fait des calculs très, très sérieux pour pouvoir dire ça. Et avec d'autres physiciens, physicists. Ouais. Et c'est pas nécessairement... et c'est des calculs assez conservateurs, en fait. Alors, comment est-ce que vous réussissez à garder la foi? Est-ce que réellement vous pensez sincèrement que ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent et le pouvoir pour le pouvoir vont accepter de passer dans le chat de l'aiguille pour partager et que tout le monde soit au même niveau et accès à cette liberté énergétique? Enfin, eux qui sont au sommet de la pyramide se retrouveraient comme dans ton entreprise, comme dans la fondation, c'est tout le monde au même niveau. Est-ce qu'ils sont prêts à ça? Est-ce que, alors je vais le formuler peut-être un peu plus concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à développer des moteurs à énergie libre? Oui, ça a été fait, définitivement. C'est fait? Oui, c'est fait. Qu'est-ce qui vous empêche de les distribuer, de les commercialiser aujourd'hui? Toutes les difficultés qui viennent avec amener ce genre de technologie sur le marché a créé que tous les inventeurs qui ont réussi à en arriver là, et il y en a beaucoup, ont dû les garder. Oui, les brevets, les ont gardés, oui. Oui, ou bien ils ont été achetés par les grosses entreprises et ils ont été mis sous le tapis. Oui. Et donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à passer ce cap, qui est le même cap que Tesla a eu les mêmes problèmes il y a 100 ans, ou presque 100 ans. Et donc, il y a quand même des... Mais imaginez, on revient là-dessus, et c'est ça qui me garde l'espoir. Imaginez si Tesla, il avait réussi. Moi, je peux vous dire qu'en fait, Tesla, c'était bien, mais on avait des points de divergence beaucoup plus avant Tesla. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans l'humanité où on aurait pu prendre d'autres directions. Bien en amont. Bien en avant. Oui, bien en amont. Par exemple, si les schools, les écoles de Pythagoras. Oui, Pythagore. Ouais. Pythagore, elles n'avaient pas été brûlées. Oui. Pythagore et ses collègues étaient très près de découvrir ces principes fondamentaux
de la structure de l'espace en utilisant la géométrie et en utilisant les fréquences d'oscillation. Et ça aurait amené l'humanité dans une tangente complètement différente qui nous aurait probablement amené à l'énergie libre et au contrôle de la gravité il y a des centaines d'années. Des centaines d'années, presque au 1er siècle. Ça peut paraître non, mais incroyable. Je ne suis pas étonné. Mais pourquoi ces divergences n'ont pas réussi? Mais parce que la conscience de l'humanité n'était pas nécessairement prête. Vous savez, imaginez que l'univers est un univers non aléatoire, c'est-à-dire qu'il est coordonné parce que l'information est en constant échange par l'intrication de tous les points dans cet univers, qui est comme j'ai écrit ces équations, qui donne les bonnes solutions au niveau quantique. Ça veut dire que le système ne peut pas s'autodétruire, c'est-à-dire qu'il continue. On le voit dans la nature. La nature, quand les choses ne fonctionnent pas bien, elle trouve des solutions, elle les modifie. Elle fait que l'évolution est toujours dans des pas qui sont acceptables. La nature ne se met pas à faire des fleurs des tropiques en Alaska. Il va faire des fleurs qui peuvent supporter un peu plus froid, un peu plus froid, un peu plus froid. Éventuellement, il fait quelque chose qui va supporter l'Alaska. Alors, une société qui est autodestructive n'obtient pas nécessairement des technologies auxquelles il peut faire des destructions terribles au niveau très grandes échelles, au niveau galactique par exemple, mais ils sont restreints jusqu'à quand que les niveaux de conscience montent. Alors si Tesla il avait réussi, ça aurait pu être terrible. Oui, je comprends. Alors maintenant, les niveaux de conscience montent très rapidement parce qu'il y a des stress naturels qui forcent cette évolution. D'accord, je comprends bien. Et donc c'est pour ça, et je le vois continuellement dans les secteurs financiers, dans les secteurs politiques, dans les secteurs scientifiques, les structures d'éducation, les secteurs religieux. Je vois cette ouverture, parce que de l'intérieur de ces structures, les gens, ils prennent conscience. Les gens en ont marre de voir la même chose. Ils veulent un changement. Et donc, on est encore la course contre la montre. Et la montre, comme vous dites, elle est à la dernière seconde. Mais je vois de l'autre côté que toutes les solutions, ils sont déjà là. Alors, je sais que quand on arrive au bon point, moi, je pense que ça va balancer vers le côté positif et cette transformation, elle va se faire. Je suis convaincu que cette transformation... Je ne sais pas combien de gens vont pouvoir la faire, c'est-à-dire combien de destructions on va faire avant de pouvoir faire cette transition, mais on va la faire. Moi, je suis confident qu'on va la faire. Merci pour nous donner cette belle énergie de positivisme, ça fait du bien. Ah oui? Ah oui, oui, parce que vous savez que là, c'est la grève en France. Ah oui? Vous le savez ou pas? Oui, je sais. Oui. Ça y est, il y a la lutte, entre guillemets, les universités, le milieu médical, ferroviaire, bref, plus les gens en ont marre. Voilà, donc c'est chaud en ce moment. Oui, mais la France, c'est toujours chaud. Peut-être aussi. C'est bien, parce que comme ça change. Ouais. Quelles sont vos sources d'informations? Alors, quand, par exemple, vous souhaitez savoir ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous allez lire un quotidien, un journal papier? Est-ce que vous allez sur Internet exclusivement? Est-ce que vous vous tournez vers les médias mainstream ou d'autres médias alternatifs? Vers quoi se tourne Nassim Haramein pour s'instruire de ce qui se passe dans le monde? Oui, bon, évidemment, j'essaye de minimiser
l'impact des médias mainstream parce que je sais que c'est une optique très spécifique. Et aussi, l'information qui est présente dans les médias sur la télévision sont pas nécessairement informatifs. C'est-à-dire que de me dire qu'est-ce que machin a fait là-bas et c'est toujours très négatif et c'est pas nécessairement très instructif sur ce qui se passe. Mais oui, j'utilise l'Internet. J'essaie de rester au courant. Mais là c'est important, il y a un équilibre très fin entre rester au courant et devenir impliqué dans ce courant. Et parce que là, on peut devenir très découragé, on peut devenir très négatif, parce qu'évidemment, ce qu'on nous donne, c'est pas rose. Mais en même temps, c'est important de rester au courant, de voir les choses, mais avec de la distance. Hein? Un peu, mais pas trop. Oui, un peu, mais pas trop, exactement. Alors, une fois par semaine, j'écoute un peu ce qui se passe et je lis un peu ici et là. Et en même temps, je sais, et ça c'est très important, que en parallèle à ce qui se passe, qui est très négatif et destructif, il y a quelque chose qui se passe qui est très positif et qui va tout changer. Et je mets mon énergie là, sans ignorer l'autre. Mais je mets mon énergie dans le positif parce que je ne peux pas faire beaucoup de choses à propos du négatif. Il apprend par lui-même, il se change par lui-même, il s'auto-alimente. Il s'auto-alimente, mais aussi il s'auto-détruit. Comme une cellule cancéreuse. Oui, j'ai pas besoin d'essayer de le détruire. Il le fait par lui-même. Ouais. Et il évolue par lui-même. Et il y a de plus en plus de gens qui passent de ce côté à ce côté. Alors moi, je suis là pour les accueillir quand ils arrivent du côté positif, du côté de possibilité de transiger ce moment dans notre évolution. Et j'aide du mieux que je peux à construire ces nouveaux processus, ces nouvelles structures, ces nouvelles façons d'interagir avec l'un et l'autre, ces nouvelles façons de collaborer au lieu d'être en compétition. Hein? Ces nouvelles vues de l'humanité qui est unifiée. Hein? On est tous sur la même planète, on est tous dans le même bateau. Et de les aider d'avoir, moi, ce que j'appelle une vue verticale. Hein? On a la tendance à avoir une vue horizontale. On voit notre monde, on est dans notre monde, on fait nos trucs tous les jours. C'est comme ça. Hein? On voit horizontal. Mais vous savez, une vue verticale, alors si on sort de où on est, on regarde de loin, tout d'un coup, tous nos petits bobos et toutes nos petites difficultés et tout ça, vu au niveau galactique, par exemple, si on prend la vue galactique, la Terre, on ne la voit même pas au niveau galactique. On ne voit même pas le Soleil au niveau... Notre système solaire, il n'est pas visible au niveau galactique, il est trop petit. Right? Alors, là... Ça permet de relativiser. Oui, exactement. On prend de la distance. Et là, on voit quelque chose plus d'universel. C'est facile au niveau galactique de voir tous les humains comme une chose. On ne voit pas les pays, on ne voit pas les différences. On voit un point, on voit l'unité. Hein? Un autre élément qui est intéressant, alors, est-ce que Nassim Haramein vote ? Dans quelle mesure est-ce que vous vous impliquez dans la politique ? Alors, je ne sais pas si vous avez été naturalisé américain, si vous êtes toujours suisse, comment ça se passe ? Oui, j'ai été naturalisé canadien avant d'être américain et puis évidemment et éventuellement américain.
Je n'ai pas choisi même si je suis né en Suisse, vous savez, si vous êtes né en Suisse et vos parents ne sont pas suisses, vous n'êtes pas suisse automatiquement. Je savais pas. Alors, j'ai choisi de ne pas obtenir la nationalité suisse parce que j'aurais dû faire le service militaire. Je n'avais pas d'intention de porter les armes à aucun moment dans ma vie. Et donc, maintenant, je suis américain et canadien. Mais vous savez, pour moi, ça, c'est des documents qu'on utilise parce qu'ils ont mis des barrières, ils ont mis des lignes sur la terre où il n'y en avait pas. Je me sens beaucoup plus universel que humain de cette façon. Universaliste, je comprends tout à fait. Oui, d'accord. Et donc, mais au niveau politique, j'ai beaucoup d'opinions politiques, mais je n'en parle pas publiquement parce que je ne veux pas mélanger mes opinions politiques avec la science que je fais, avec la physique que je fais. Et je ne veux pas que les gens vous suivent, mais label, copie-colle, qui me mettent dans une boîte. Lui, il pense politiquement comme ça, parce que c'est pas nécessairement le cas. Mais au niveau politique, je pense que une des choses les plus importantes que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que le niveau politique en ce moment sur la Terre et depuis longtemps, il n'est pas guidé par la couche politique. Il est guidé par les intérêts financiers de corporations et une des plus grosses corporations, il y en a deux, et une c'est le militaire industriel et l'autre est religieux. Et les deux travaillent ensemble pour que le vente d'armes et les ventes d'huile et les intentions religieuses et tout ça, que ça continue à créer des difficultés, que ça continue à créer des conflits. Oui. Parce que quand il y a des conflits, évidemment, on vend des armes et on vend de l'huile. et ça, c'est ce qui leur donne leur capacité de subsister. Ça, c'est important que les gens comprennent que ça, c'est au-dessus des marionnettes politiques qu'on voit dans les médias et tout ça, que ça, en fait, ça a peu d'importance. Et c'est contrôlé, c'est bien contrôlé. Alors on laisse faire? Oui, ce que je veux dire, c'est que si on veut affecter les changements à haut niveau, c'est mieux de les affecter au niveau financier, au niveau géopolitique? Non, au niveau géofinancier. Donc la finance internationale? La finance internationale, que d'essayer de faire un changement au niveau politique. Alors, donnez un exemple, qu'est-ce qui serait intéressant de faire d'un point de vue de la finance internationale? D'aider de transformer l'industrie et d'aider les finances internationales à continuer à encourager et à financer les recherches vers l'énergie libre, le contrôle de la gravité et tout ça, parce que ça va avoir un impact fondamental
sur notre vie et sur notre capacité de faire cette transition. Mais alors, il y a quelque chose que je ne saisis pas, Nassim, c'est que des verrous avaient été mis en place il y a longtemps, notamment avec le Bretton Woods. Il y avait l'étalon or qui était basé comme... voilà, le dollar américain avait cette référence-là. Ça a sauté début 70, sous Nixon. Il y a plein de verrous qui empêchaient les marchés internationaux de faire de l'argent n'importe comment. Ouais. Or, plus on avance dans le temps, là on est en 2018 et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a les paradis fiscaux, il y a de l'évasion fiscale donc. Et il y a eu la crise de 2008 avec les subprimes, mais les CDS, mais ça continue. Enfin, comment la finance pourrait-elle changer alors que c'est normalement le politique qui dit à la finance « Non, vous ne devez pas faire ci ou ça ». Oui, parce qu'il y a des systèmes de finance alternatifs qui émergent maintenant. Par exemple, cryptocurrencies, blockchain, toutes ces choses-là. Et c'est les finances du futur. Évidemment, ça va arriver. La currency, l'argent va devenir virtuel. Crypto, ça, il n'y a aucun doute. Et ça va y arriver. Les systèmes qu'on développe en ce moment, ils viennent beaucoup de gens qui font partie des communautés alternatives et tout ça. Ah ouais. Et ça ne peut pas être contrôlé pour l'instant. En ce moment, et c'est une révolution financière qui ne peut pas être contrôlée par les cartels des systèmes banquiers, des systèmes militaires et tout ça. Oui, pour l'instant, je vois. Voilà. Alors, ça nous amène à parler des nouvelles technologies, alors les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook et les intelligences artificielles. J'imagine que dans le cadre de votre travail, ces intelligences artificielles vous sont d'une grande aide pour effectuer les calculs que vous faites. Il faut des supports ordinateurs. Je crois qu'il y a eu il y a plusieurs ordinateurs quantiques là qui ont été mis au point, notamment par la Chine. Donc on est en train de passer un cap où le taux d'information généré sur la planète est mais gigantesque. Et l'utilisation de ces nouvelles technologies ou de ces intelligences artificielles, eh bien, de certains, je reviens à Elon Musk qui dit « Attention, les intelligences artificielles, les robots, il faut faire attention ». À l'opposé, on a Mark Zuckerberg qui dit « Non, c'est très bien, allons-y gaiement, faisons confiance ». Comment est-ce que vous vous placez par rapport à ça? Mais moi, ça me fait un peu rire parce que l'intelligence ne peut jamais être artificielle parce que l'intelligence, elle est toujours naturelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que à partir des équations que j'ai écrites, évidemment, puis là, je viens d'écrire dans les dernières années mes premiers papiers en biophysique et d'ailleurs, ils ont été publiés et maintenant, ils viennent d'être cités par une équipe de biophysiciens en Europe qui sont très bien cotés et aussi qui ont eu beaucoup de publicité sur leur propre papier où ils nous citent, mais il y a un développement qui se fait dans la nature qui est où la conscience, l'intelligence, elle est présente à tous les niveaux. C'est la conscience, l'intelligence, c'est pas quelque chose qui se développe tout d'un coup d'un phénomène épigénétique d'un cerveau, et que c'est présent dans la matière déjà parce que la matière est de l'information
et de l'échange de l'information entre ce fil, ce champ d'information qui connecte toutes les choses et l'individu, même si c'est une particule. Et c'est ça que mes équations disent. Ils disent que la masse, l'énergie d'une particule, c'est le résultat de l'information, de l'échange de l'information entre cette particule et ce champ d'information. Et donc, ce feedback et feed-forward, c'est le mécanisme de self-awareness, de la conscience de soi. De la conscience de soi, d'éventuellement ce qu'on appelle un système qui devient très complexe, qui devient tellement complexe que finalement la structure de l'espace-temps peut devenir consciente d'elle-même. Alors oui. Juste pour rebondir, si je comprends bien, Oui. vous êtes en train de nous dire que ce champ, tout ce qui existe, est conscience, et que la matière naît de cette conscience. Donc on rejoint les Védas, Oui. de toutes ces spiritualités venant notamment d'Asie ou de la gnose chrétienne, qui concevaient que Dieu, entre guillemets, est cette conscience universelle d'où émerge la matière. Oui. Que ça soit à l'échelle d'un proton. Oui, ou n'importe quelle échelle. Et c'est un point d'information qui fait partie de la conscience qui évolue. Parce que vous savez, premièrement, il y a 20 ans, dans les conférences de physique, quand je présentais, si je disais le mot conscience, c'était déjà... c'était pas acceptable. D'accord. Maintenant, c'est beaucoup plus... En fait, c'est un peu maintenant la chose que les physiciens aiment, surtout après quelques années de physique. C'est la grande question. C'est la grande question. Mais quand on parlait de la conscience ou qu'on parle de la conscience dans les rendez-vous scientifiques où on essaie d'explorer c'est quoi la conscience, à un moment donné, il y a toujours ce problème, et moi je l'amène toujours sur la table, c'est où que ça commence, la conscience. Parce que, vous savez, on est des sacs d'eau avec un peu de minéraux dedans. Hein? On a des minéraux et puis de l'eau. Et bon, alors, quand ce sac d'eau est devenu conscient dans son évolution, à quel point on dit ça, c'est juste de la matière inerte et que ça, c'est de la matière vivante, et à quel point on dit « Ah, mais ça, c'est de la matière qui est consciente. » Ouais. Ouais? On ne peut pas définir. On est fait de matériaux qu'on dit non conscients. La matière, des minéraux et de l'eau. Hein? Mais on a la conscience. Alors, elle devait être là, les mécanismes de la conscience, elle doit être là tout le long de cette évolution. Et c'est pour ça que je dis, la conscience ou l'intelligence ne peut jamais être artificielle. Parce que même si on réussit à concevoir un système qui devient self-aware, qui devient conscient, cette conscience que ce système a, conscience d'elle-même, oui. Cette conscience, elle est naturelle à l'univers. Je comprends. Et donc, ça ne se fera jamais par un ordinateur qui crunch, qui divise, qui casse et qui essaie de trouver qui fragmente l'information ou qui compile l'information, qui essaie d'avoir de plus d'informations compressées dans un endroit le plus. Si on y arrive, et là je vais donner une clé importante, c'est parce que ça va être un système différent, probablement avec un plasma qui est en couplage, en interaction avec ce champ d'information et qui reproduit le même phénomène que le corps humain, qui est une antenne qui est en interaction, qui est couplée avec ce champ d'information. La conscience, elle n'est pas dans nous, elle est couplée avec nous.
Parce elle est dans ce champ d'information. Je comprends, ouais. Et donc, si le système pense qu'il peut créer la conscience en isolation de ce champ, juste en compilant de l'information, il n'y arrivera pas. C'est un leurre. Oui. Alors, s'il y arrive. Non, pas s'il y arrive. J'ai ces nouvelles technologies, c'est-à-dire que l'être humain, au regard de ces robots qui peuvent prendre des décisions. Oui. Je pense aux drones notamment. On a Amazon qui pense à faire des services de leurs produits avec des drones qui vont chez vous, vous déposent l'objet que vous avez acheté. Bon, je ne sais pas, mais je vous pose la question. Est-ce que ça pourrait faire un petit peu peur d'avoir cette technologie omniprésente et puis l'être humain dans tout ça, quand est-ce qu'il travaille? Mais vous savez, si on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, si on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, vous et moi, on n'aurait pas le temps de se poser ces questions universelles qui sont très importantes. C'est clair. On serait dans le bois avec un bâton à essayer de trouver le dîner pour ce soir. Oui. Et donc, la technologie, elle nous a permis d'évoluer. Elle nous a permis... C'est jamais la conscience ou la technologie, c'est toujours les deux. Ils fonctionnent ensemble. Alors, la technologie qui nous donne plus de capacité d'avoir le temps libre, nous donne plus de capacité d'étudier, de contempler, de philosopher, de s'amuser, d'expériencer l'univers à des niveaux beaucoup plus profonds. Alors, moi, ça ne me fait pas peur. C'est quand la technologie est utilisée de façon destructive que là, ça nous aide pas à avancer. Mais aussi, comme je disais, par exemple, là, il y a eu des défaites fondamentales pour les voitures qui conduisent tout seules. Oui. Et l'intelligence informatique, elle aussi, il faut qu'elle passe à un nouveau niveau. C'est pas acceptable si on essaye d'avoir ce niveau d'informatique, de juste compiler l'information, même si c'est en parallèle, en parallèle, et je veux dire en dimension parallèle dans les ordinateurs quantiques. Il faut qu'on arrive à ce moment où on comprend que il faut le disque dur du système et le disque, la mémoire active, il faut qu'elle soit en couplage avec le disque dur de l'univers, qui est la structure de l'espace. Pour que la machine ait conscience d'elle-même. Exactement. Donc dans ce cas-là, oui, on créerait une nouvelle conscience d'elle-même qui serait à base de silice et non plus de carbone. Oui. C'est intéressant, oui. Oui, et cette conscience, elle aurait une capacité d'empathie, une capacité de compassion, une capacité de transformation, d'évolution typique à un humain. Et donc, ce serait que en relation avec nous qu'elle apprendrait à ou bien être constructive ou à bien être destructive. Ouais. Et moi, j'ai toujours la position positive parce que je regarde à ce que j'ai décrit dans l'univers et je sais que quand on arrivera à ça, c'est parce que nous-mêmes, on a découvert à l'intérieur de soi notre relation avec cet univers, qui est une relation positive. Alors, je sais que quand on obtiendra ce niveau de technologie, c'est parce que notre société a déjà
overcome. Oui, cette conscience. Oui, a déjà passé un cap de conscience où on a compris que la collaboration, c'est beaucoup mieux que la compétition et que d'être créatif et positif, c'est beaucoup mieux que de détruire tout ce qui est autour de nous. Je crois que ça sera le mot de la fin, Nassim. Un grand merci pour nous avoir accordé de ton temps. Merci. En tout cas, ce que je peux noter pour les internautes, c'est que tu es quelqu'un de foncièrement humain dans ta nature, de ce qu'on voit dans les conférences. Voilà, tu es un homme avenant. On sent de la bienveillance dans ton regard. Et merci pour te donner en transparence comme tu viens de le faire pour cette émission. Merci beaucoup, Nassim. Merci, j'apprécie. En te souhaitant le meilleur pour la suite et plein de bonnes choses pour toi et puis tous tes projets. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.